Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Nostra al-Islam al-Muslimin, c'est le nom de l'alliance de certains groupes djihadistes qui sévissent au Mali, dans certaines régions du Sahel également. Ces groupes sont liés à Al-Qaïda et dirigés par le Touareg Iyad Ghali. C'est à travers le site mauritanien Al-Akbar que l'annonce a été faite il y a donc quelques semaines. Mardi 14 mars, nous allons parler de la menace terroriste avec cette fluctuation de banditisme transfrontalier entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette fusion de groupes djihadistes explique-t-elle les attaques sur certaines bandes frontalières aujourd'hui? La sécurité de l'un de nos pays influe-t-elle sur l'autre? Nos gouvernements ont-ils les moyens d'endiguer ce phénomène? Comment renforcer la sécurité et la stabilité régionale sur ces questions liées au terrorisme? Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons invité sur ce plateau Mamadou Diouara, les sociologues, Konasipal Sipri, c'est bien cela? Bien sûr. Boubacar Bokoum, il est analyste. Murtala Mahamadou, un journaliste du Niger, il est plus précisément du journal La Griffe, sera en ligne également pour cette émission. Également en ligne, un élu local d'une commune frontalière du Burkina Faso qui souhaite garder son anonymat. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara. Le grand dialogue. C'est dans une vidéo transmise le mercredi 1er mars à une agence mauritanienne que les chefs djihadistes parmi les plus recherchés de la région ont annoncé la fusion de leur groupe au sein d'une nouvelle organisation censée organiser le combat des islamistes radicaux au Sahel et au-delà. Mamadou Diouara, vous êtes sociologue. Est-ce que justement il fallait s'attendre à une telle alliance entre certains groupes djihadistes de la sous-région déjà? Je pense que oui, il fallait s'attendre à une telle alliance. Après les tentatives de retrait d'Iyad qui peuvent être perçues comme fondées ou non fondées, je pense que la suite logique était ça. Parce que de toute façon, la réponse a été très sèche, très claire. Pas question de le reprendre dans le processus. Pas question d'établir le dialogue avec lui. La seule option qui restait, c'était l'ultra-radicalisation. Et aujourd'hui, on voit la manifestation concrète. Il reconstruit un réseau à partir des bribes de mouvements qui existent ça et là pour construire un front solide et fort. C'est un coup de communication, mais c'est aussi un tournant décisif dans la menace terroriste dans la zone. Et je pense que cela doit être un message fort pour nos autorités et pour la société civile pour que les gens s'organisent à plus de vigilance. Quelle est l'influence réelle d'un tel groupe quand on sait que chacun de ces groupes était indépendant et revendiquait quand même des attaques de part et d'autre? Oui, l'influence de ce groupe, c'est le niveau de coordination. Et quand plusieurs petits groupes se mettent ensemble, c'est qu'il y a une coordination plus efficace. Ça veut dire qu'au niveau central, on peut prendre des décisions sans avoir besoin forcément de se déplacer. Chaque groupe a son territoire de prédilection, mais agissant au nom de la même organisation. Ça veut dire également qu'on met en commun nos efforts pour mobiliser des moyens. Ça veut dire qu'on met en commun nos efforts pour user de nos réseaux de relations afin de pouvoir bien affiner nos actes et bien toucher nos cibles. Donc ça, c'est une menace qui, à mon sens, est extrêmement importante, qu'on doit prendre avec beaucoup de sérieux et beaucoup de vigilance. Comme vous l'avez dit, les manifestations de ces derniers jours prouvent à suffisance que ce n'est pas sans conséquence. Boubacar Bokoum, vous êtes analyste politique et sécuritaire. Est-ce que justement on peut imputer ces attaques sur ces dernières attaques, notamment Boulkessi et dans certaines communes également du Burkina Faso, on peut les imputer justement à ce groupe-là? Non, je pense que le rapprochement il est évident, qu'il ait pris le nom de Al-Nostra ou quel que soit le nom qu'il a pris. De toutes les façons, c'est ces mêmes mouvements qui, en coordination les uns avec les autres, ont toujours opéré sur cet espace. Mais il est à reconnaître qu'effectivement, cette nouvelle stratégie qui est en train de se mettre en place est une réponse au G5. Parce que nous avons compris que nous, en tant qu'État, individuellement, nous ne pouvons pas assurer. Et eux aussi, à un moment donné, ils comprennent qu'avec l'émiettement et certains partis qui ont rejoint l'accord, ils se trouvent isolés, comme Diouara l'a dit tantôt. Donc, il faut reconstituer les forces, il faut se mettre ensemble pour apporter une riposte adaptée à cette réaction du G5. Merci Boubacar beaucoup. Murtala Mohamedou, vous êtes journaliste du Niger, plus précisément du journal La Griffe. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Est-ce que cette fusion justement de certains groupes a un impact sur la sécurité dans votre pays?
Oui, cette fusion ne peut ne pas avoir d'impact sur la sécurité de nos États parce que c'est quand même des groupes qui jusque-là œuvraient de façon assez dispersée et qui aujourd'hui ont pris la décision de coordonner leurs forces, donc mettre en commun leurs moyens d'action et également aussi les renseignements dont ils peuvent disposer. Donc ça devient une menace beaucoup plus sérieuse sur la sécurité de nos États. Et c'est mon point de vue qui explique d'ailleurs la recrudescence des attaques ces derniers jours, que ce soit en territoire nigérien ou burkinabé. Merci Murtala, restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Également en ligne, un élu local d'une commune frontalière avec le Burkina Faso qui a souhaité garder son anonymat. Bonsoir. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Très bien, merci. Alors dites-moi, on a vu cette fameuse attaque de Boulkessi, on a vu également que le Burkina Faso a pris certaines mesures, interdit de circuler après certaines heures. Est-ce que ces mesures vous semblent justement appropriées? Tout à fait, ces mesures me semblent vraiment appropriées parce que très généralement, si on considère vraiment les modes d'attaque de ces djihadistes, on voit que c'est pratiquement de 18h à 6h du matin que ces attaques ont généralement lieu. Donc s'ils parviennent à arrêter la circulation des personnes pendant ce temps-là, je pense que vraiment il y aura quand même une diminution nette des attaques. Comment se porte votre commune déjà en termes sécuritaires au jour d'aujourd'hui? En fait, pratiquement, nous-mêmes, ma commune est vraiment au cœur même de l'insécurité au Mali en particulier. On nous considère comme faisant partie de la zone où il n'y a pas tellement d'insécurité, mais en réalité, ma commune est vraiment confrontée à de sérieux problèmes d'insécurité. Bien que dans le mois de janvier, il y a eu 2 assassinats par balle. On ne sait pas vraiment qui les a assassinés, mais ces gens ont été assassinés. Est-ce que justement les forces de l'ordre, l'armée malienne par exemple, est présente dans la zone? Il y avait même un camp de sécurité, mais ce camp a été attaqué. Après, ce camp s'est replié sur la commune de Mondoro. Donc présentement, nous sommes vraiment sans force de sécurité, nous sommes à découvert, nous sommes ici à nous-mêmes. Merci. Donc restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Mamadou Diouara, comment est-ce que ces groupes indépendants, chacun pourrait éventuellement collaborer très concrètement? Comment va se passer ce cadre de collaboration? Est-ce qu'ils vont se partager un territoire et dire chacun va justement perpétrer des actes sur tel endroit et ensuite on va revendiquer au nom du groupe? Alors, il faut déjà s'inspirer de la collaboration entre Amadou Koufa et Iyad Gali en Sardine. Comment ça s'est passé? Amadou Koufa a pris ses quartiers dans le centre du Mali, qui est inaccessible à Iyad et à ses hommes, et il agit, c'est la même revendication. La coordination est tout de suite faite. Nous savons qu'Amadou Koufa a été formé à Kidal par Iyad. Ça, on le sait. On sait comment est-ce qu'il a adhéré à ces groupes djihadistes radicalisés. On sait très bien comment la chaîne a été établie. Mais je pense que quand on analyse un peu le mode opératoire de Iyad, c'est quelqu'un qui est un fin stratège. Il ne va jamais les yeux fermés sur un terrain qu'il n'a pas expérimenté. Avant qu'on ne soit dans cette phase développée de la rébellion qu'on a eue, il a expérimenté son plan le 23 mai 2006. Tout le monde a vu et lui, il a pu mesurer jusqu'à quel degré c'était efficace. Avant de s'organiser pour se lancer. Okay? Et à chaque étape, à chaque fois qu'il veut franchir le seuil. Justement, il l'a mesuré à travers quoi? Il l'a mesuré à travers déjà l'expérience du Front islamique de Massina. Okay? Le Front de libération du Massina, excusez-moi. L'expérience de collaboration avec ce Front de libération du Massina lui a montré qu'on peut avoir une bonne coordination, avoir plusieurs groupes dont chacun a un territoire de prédilection qu'il maîtrise. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, si un Iforas ou un Touareg quitte son Kidal pour venir à Sikasso essayer de faire un attentat terroriste, alors il est plus facile de l'identifier.
Ok, c'est pareil que si quelqu'un de Massina va à Gao, ou bien, bon pas à Gao, mais s'il va à Tombouctou, vers Ber ou Tandoni ou bien vers Kidal pour le faire, il est facile à identifier. Aujourd'hui, on a des groupes qui se fondent dans la société, qui ont des connexions sociales antérieures à leur radicalisation, connexions qui ne sont pas forcément rompues, avec lesquelles ils peuvent passer pour facilement mettre en œuvre leur forfait. Et en même temps, se fondre dans la population encore pour échapper aux forces de sécurité. Parce que l'avantage, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une guerre frontale où on vient prendre position et occuper les lieux. C'est plutôt un affrontement, enfin, c'est des actes sporadiques de déstabilisation, c'est des actes de terreur qui permettent de montrer, donner le sentiment de l'insécurité, de la peur et de la crainte, mais aussi marquer significativement des dégâts qui les font gagner de l'avance. Donc du coup, c'est stratégique pour eux que chaque groupe ait son territoire et que chaque groupe agisse dans son territoire, mais il y a une coordination commune qui permet de centraliser les informations, de fixer les objectifs. Il est en train de créer une armée. C'est aussi simple que ça. C'est une armée avec plusieurs zones, avec plusieurs unités. Chacun se spécialise dans quelque chose. Alors, en fonction de ses avantages. Un grand absent justement sur cette vidéo, Mokhtar Belmokhtar, même si quand même il était représenté, comment expliquer cette absence déjà? Il y a beaucoup de mythes autour de Mokhtar Belmokhtar. C'est un homme qui est mort plusieurs fois, qui a ressuscité plusieurs fois. C'est un homme qui sait agir, exister sans une présence physique. Donc, je pense que c'est stratégique. Aujourd'hui, Iyad, du côté des djihadistes, il a été dit qu'il voulait quitter. Si il le voulait ou il ne le voulait pas, il a forcément besoin de montrer de façon claire et sans ambiguïté qu'il est avec ses compagnons pour ne pas lui-même être en danger. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que si effectivement il voulait intégrer le processus comme on nous l'a laissé entendre et que la réponse a été négative, il a besoin également de montrer aux gens, ok, vous ne voulez pas de moi, je suis capable de beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Donc, c'est le moment pour Iyad de prendre carrément en main le leadership de l'activité djihadiste et islamiste dans la zone. Donc je pense que c'est comme une sorte de baptême de feu pour lui en tant que grand leader de ça. Parce que quand on regarde tous ces mouvements ensemble, sous sa coupole, sous son leadership, et ça montre quand même que voilà, il prend plus de grades, il prend plus de galons, et il a un territoire plus large à couvrir et beaucoup plus de réseaux sous sa responsabilité. Merci Boubacar Bokoum, vous êtes analyste. Certains analystes également ont dit que ce n'était qu'un coup médiatique, de toute façon qu'il y avait une collaboration entre ces différents groupes qui existaient et que ça ne va pas fondamentalement changer la donne sécuritaire chez nous. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je partage cet avis en partie parce qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers. De toutes les façons, c'est dangereux. Il ne faut pas s'amuser avec le feu. Et en fait, c'est vrai que moi, ça ne m'inquiète pas beaucoup parce que je sais que déjà, cette coordination, elle existait déjà. Mais le coup médiatique peut réussir si on ne se ressaisit pas. Parce qu'en fait, la communication, c'est pour un résultat. Et effectivement, le Mali, l'État du Mali a toujours échoué en termes de communication. Nous avons la plus grande mauvaise communication étatique de la sous-région. Donc du coup, effectivement, quelqu'un qui prend de l'avance sur un coup médiatique par rapport à une guerre de médias, il gagne une partie de la guerre. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui de bien nous organiser et de comprendre que effectivement nous devons aller vers le renseignement. Parce que comme Diawara l'a dit, ce n'est pas une guerre frontale. Donc si le renseignement, parce que quand ils parviennent à se fondre, mais pourquoi nous ne nous fondons pas en eux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont la latitude de venir au Mali, comme n'importe quel citoyen, se fondre à n'importe qui, et de façon très très facile, ils intègrent toutes nos structures et savent tout ce qui s'y passe, donc les attaques sont faciles. Et pourquoi, depuis tout ce temps, nous, on n'a pas pu arrêter IAG? Parce que nous n'avons jamais su former les gens qu'il faut pour intégrer ces mouvements. Moi, je suis franchement très mal à l'aise quand je vois que des Américains se déguisent en musulmans, laissent pousser leur barbe, apprennent le Saint-Coran, se fondent dans les mouvements pour aller traquer les djihadistes, et que nous, étant des gens musulmans, nous ne sommes pas capables d'intégrer des milieux extrêmes pour aller arrêter IAG. Donc du coup, ça veut dire que nous n'apportons pas la réponse idoine. Si on prend le tout sécuritaire, le tout militaire, ça pose problème. Parce que du coup, nous ne pouvons pas aligner des soldats sur eux, comme l'élu communal vient de le dire tout à l'heure. Ils sont laissés à eux-mêmes.
Donc l'armée ne peut pas assurer. Si l'armée est attaquée, l'armée fait un repli tactique ou stratégique ou comme vous voulez, mais ces populations se laissaient à elles-mêmes. Mais si on avait des mécanismes d'information qui permettaient de savoir que dans cette même localité, d'où l'élu communal nous parle, que les djihadistes sont en leur sein, ils ne viennent pas d'ailleurs en réalité. Donc ils sont parmi nous et frappent au moment où on s'attend le moins. C'est ça la réalité. Donc si nous n'avons pas un service de sécurité, de renseignement bien étoffé, qui travaille sérieusement, mais moi je dis c'est grave ce qui nous arrive parce que quand vous regardez même nos renseignements dans notre pays, de la façon dont ça fonctionne, souvent quelqu'un du renseignement il est connu de tout le monde. C'est pas normal. L'élément du renseignement, ça peut être un vendeur de takoula, excusez-moi, de gingembre, et de tout ce que vous voulez. Il doit pouvoir se fondre et avoir un bon réseau de renseignement. Mais chez nous, malheureusement, ce réseau d'information n'est pas efficace et il n'est pas efficient. Merci Boubacar Bokoum. Ceci est donc compris. On va tout à l'heure revenir après cette pause pour parler également du défi du renseignement. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. On parle de la fusion de certains groupes djihadistes. Quel impact est-ce que ça a donc sur la sécurité sous-régionale? Nous avons en ligne également depuis le Niger Murtala Mohamedou. Il est journaliste. Alors Murtala Mohamedou, est-ce qu'on peut parler par exemple d'insécurité classique qui datait bien avant de la crise de 2012 au Mali par exemple? Quelle est aujourd'hui justement la différence entre cette insécurité classique et le terrorisme tel qu'on le connaît? On a tendance à tout confondre de nos jours. Oui, la sécurité classique qui datait d'avant la crise malienne, aujourd'hui, d'un point de vue, elle subsiste jusque-là. Elle subsiste parce que c'était une insécurité qui consistait en des rapts de bétail, etc., mais qui est toujours là de nos jours. Mais et malheureusement, un autre type d'insécurité est venu s'ajouter à ce lot, qui est aujourd'hui le mouvement djihadiste. Le mouvement djihadiste qui, de mon point de vue, sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux en ce qu'ils n'ont pas de revendications qui puissent être, de mon point de vue, satisfaites par un État normal. Vous voyez, cette guerre a été une guerre véritablement exceptionnelle, comme l'a rappelé beaucoup la plupart des intervenants. Je crois que la question des renseignements doit revenir au premier plan dans toute action tendant à combattre ces mouvements. Il ne s'agit pas seulement de mettre l'accent sur la formation dans les services de renseignement, mais je pense qu'il faut aussi mettre à contribution les populations qui peuvent jouer un rôle véritablement important de dénonciation de certains mouvements qui sont ou des personnes, certains individus qui ont l'apparence suspecte ou bien dont les activités sont suspectes. Et tout ça, c'est une base de renseignement qui peut être, d'un point de vue, utilisée en sus de ce que peuvent fournir les éléments des services de renseignement qui sont déjà sur place. Encore qu'il faudrait que, en contrepartie, que les forces de défense et de sécurité de ces différents États puissent être capables d'assurer la sécurité de ces populations en cas de représailles, parce que qui dit dénonciation face à des groupes qui ont une telle moralité, il faudrait forcément s'attendre à des représailles au niveau des populations. Alors, Mamadou Diouara souhaite réagir. Juste le temps de poser une question à notre élu local qui est également en ligne. Alors, est-ce que chez vous, est-ce qu'on parle beaucoup plus d'insécurité classique, le banditisme résiduel tel qu'on le connaît, ou ce sont réellement des groupes extrémistes religieux qui sévissent dans vos zones? En fait, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des groupes extrémistes, il y a du banditisme aussi. Vraiment, on ne comprend rien, quoi, franchement parlant. Il y a de tout, c'est le mot qui importe. Vous avez Mamadou Diouara C'est pour ça que je voulais réagir. C'est une question très pertinente. En fait, c'est pas très différent. Peut-être ma réaction va surprendre plus d'un, mais ce n'est pas différent. Je me rappelle qu'en 2008, alors j'étais à la tête d'une organisation de jeunes, l'UJPNA, nous avons fait un travail sur les défis sécuritaires dans le Sahel. Et nous avions à l'époque identifié 3 grandes menaces. Donc,
il y avait la présence des islamistes déjà dans le nord. Mokhtar Belmokhtar et toute sa horde étaient dans le Sahara, dans la zone de Tegargar, mais pas seulement cantonné dans les montagnes de Tegargar. Il faisait suffisamment de patrouilles, beaucoup de déplacements et ainsi de suite. Il y avait de l'autre côté les indépendantistes nigéro-maliens à l'époque. Rappelez-vous qu'en 2008, il y a eu simultanément la rébellion au nord du Mali et du Niger. Le MNJ du Niger et l'Alliance du 23 mai de Bamako qui a continué, du Mali qui a continué après. Donc il y avait également à côté de ceci-là les narcotrafiquants. Il y avait la fameuse ville d'In Khalil qui était la plaque tournante du narcotrafic, hein, et le commerce des armes pour convoyer le trafic. Donc c'est des menaces qui ne sont pas actuelles. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que le président Amadou Toumani Touré a tiré la sonnette d'alarme. Il a appelé de tous ses voeux que les dirigeants du Sahel se mettent ensemble pour mobiliser une réponse commune à cette menace avant qu'elle ne grandisse et qu'elle ne soit immaîtrisable. Personne ne l'a écouté et aujourd'hui on est face à la manifestation de ça. Et je voudrais rapidement dire que, et pour compléter la première partie de mon intervention, si vous voyez qu'aujourd'hui le réseau que IAD met en place est un réseau qui dépasse les limites du Mali et qui devient plus sous-régional, c'est quelque part pour répondre au G5 Sahel, mais c'est aussi pour répondre à la mutation de la situation interne. Parce que IAD jusque-là avait gardé le contrôle sur Kidal et environ. Son armée était basée sur le front communautaire. Aujourd'hui, sa communauté a besoin d'être dans l'unité nationale. Il ne peut plus continuer à instrumentaliser cette communauté. Le HCIA a quitté en Sardine. Il est dans le processus de paix au sein de la CEMA. Il est obligé à un moment donné de se démarquer de cette force vive sur laquelle il s'appuie. Sinon, tout sera compromis pour sa communauté. Donc on peut dire en somme que la stratégie gouvernementale finalement paye. Oui, paye. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il s'ouvre à d'autres poches de la sous-région. Il se rend plus dangereux. Il n'est plus une menace que pour le Mali, il est pour la sous-région, mais il a aussi tout un ensemble de réseaux qui appartiennent à d'autres pays sur lesquels il peut s'appuyer pour agir. Donc ça, c'est une mutation importante. C'est pourquoi je dis que c'est un tournant décisif dans la menace terroriste. Boubacar Bokoum, est-ce que ce n'est pas une espèce de baroud d'honneur quand on voit que l'accord de paix, malgré tout, avance quand même un peu, l'installation d'autorités intérimaires à Kidal, tout ça, est-ce que tout ça ne contribue pas à l'isoler un peu plus? Non, il est totalement isolé et je pense que nous avons gagné déjà une partie du combat. Il s'agit maintenant de renforcer, ce que Diouara dit est très intéressant, il faut être vigilant. Ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier aussi la capacité de nuisance du terrorisme. Donc apporter des réponses adaptées. Maintenant, l'autre disait qu'il y a un souci de représailles. Je pense qu'il faut faire un peu attention pour ne pas livrer la population. Moi, mon intervention, quand je parle de renseignement, ce n'est pas dans le sens de dire qu'il faut aller dénoncer. Non, il ne s'agit pas pour quelqu'un d'une commune d'aller dénoncer. Sinon, tu dénonces par rapport à qui? Tu traverses la ville, on te voit aller dénoncer. Non, c'est tout de suite transparent. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit maintenant plutôt de voir comment les gens de cette commune peuvent intégrer un système de renseignement efficace et bien formé. Donc, ce type de renseignement, il donne l'information, mais on ne le connaît pas. C'est parce que aujourd'hui, quand les gens doivent prendre le service de renseignement comme étant une entité qui est là, figée, et vous, monsieur Ousmane, vous êtes du renseignement, tout Bamako sait que vous êtes de la SE, là, ça ne va pas. Il s'agit d'avoir un mécanisme plus souple, intégrer toutes les composantes de la société dans ce service, et avoir une formation adapté à cette réalité qui permet de faire remonter l'information plutôt que de parler de dénonciation. Donc, loin de moi l'idée de dévoiler les stratégies de la sécurité d'État, mais j'ai comme l'impression, selon mes renseignements, que la sécurité d'État travaille avec pratiquement toutes les couches de la société, des taximens, etc. Ce que je voudrais dire, aujourd'hui, si le service de renseignement travaille par exemple avec un taximan, supposons que je suis un taximan, je travaille avec la sécurité d'État. Comme qu'on m'arrête quelque part, je suis enclin de dire non, foutez-moi la paix, moi je suis X, je suis Y. Voilà un peu la difficulté que notre système a. Il faut que ce soit vraiment des professionnels, que quoi qu'il advienne,
ce taximan, moi étant un simple citoyen, ne doit aucunement savoir pourquoi ce monsieur il est là. Ce vendeur de brochettes qui est devant la boîte de nuit, je ne dois pas savoir quelle est son identité réelle. Et il doit pouvoir faire son travail correctement, protégé par le système. Merci C'est de ça qu'il s'agit. beaucoup. Murtala Mohamedou, vous êtes journaliste du Niger, je le rappelle plus exactement du journal La Griffe. On a vu quand même qu'il y avait une très grande concentration de forces au Mali. On a MINUSMA, on a Barkhane, il y avait eu d'ailleurs cette tentative de patrouille mixte entre le Mali et le Niger. On voit également l'installation de nouvelles bases allemandes au Niger. Est-ce que ça change un peu la donne sécuritaire dans votre pays? Non, je ne pense pas que cela puisse être de l'immédiat porteur d'un quelconque résultat, sinon qu'à accentuer, je crois, la haine de ces groupes vis-à-vis des positions des différents États. Mais ces différentes bases, je ne dis pas qu'elles ne portent pas de secours, qu'elles ne fournissent pas de renseignements, aussi, mais jusque-là, quand même, au sein de l'opinion nigérienne, il y a quand même un certain sentiment, disons, mitigé quant à la satisfaction ou les résultats que peuvent ou dont ont déjà apporté ces différents groupes extérieurs au Niger qui sont là, qui sont sur place, et qui peut-être font des efforts, mais au niveau de l'opinion, on a comme l'impression que c'est une présence de plus qui n'apporte pas grand-chose. Merci. Mamadou Diouara, est-ce que la sécurité justement de nos nations n'incombe pas d'abord à nos armées nationales? Et est-ce qu'elles ont aujourd'hui les moyens de faire face à ces menaces-là? Alors déjà, il faut avoir, j'allais dire même l'honnêteté de reconnaître que nous faisons face à de nouvelles formes de menaces qui ne sont pas prises en compte par nos armées de façon classique. Il y a aujourd'hui, pour le cas spécifique du Mali, on est dans un pays où l'État et son armée sont présents dans peut-être les 1/3 ou un peu plus du territoire national. D'ailleurs, ces nouvelles menaces qui viennent du centre du pays, on a vu également Misséni dans le sud, on a vu l'enlèvement également de cette religieuse dans une des régions du sud. À Misséni, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, on a une menace qui n'est pas dirigée contre un seul État. On ne fait pas une guerre contre un ennemi identifié comme X, situé géographiquement et avec lequel on peut faire une guerre classique. Nous faisons face à une menace vraiment transversale. On est obligé aujourd'hui d'avoir cette coordination des efforts. Mais attention, dans notre pays aujourd'hui, au Mali, la question ce n'est pas de multiplier le nombre des forces, mais c'est de créer une véritable coordination entre ces forces. Aujourd'hui, la multiplicité des armées sur le territoire malien contribue plus à fragiliser le système, enfin la maîtrise des aspects sécuritaires, que contrairement, non pas parce que ces armées ne sont pas utiles ou qu'elles ne sont pas efficaces, mais parce que simplement le niveau de coordination entre les différentes forces est très très faible. Il faut d'une part accélérer le processus de mise en œuvre de l'accord à travers l'effectivité des patrouilles mixtes et leur renforcement. Parce qu'il faut les renforcer. Et la collaboration entre nos différents pays, et la collaboration. Puisqu'on voit que les bandes frontalières Mali-Burkina, Mali-Niger sont durement touchées. Mais justement, le G5 Sahel doit avoir sa force d'intervention ou au moins avoir une stratégie qu'on appelle ça, de coordination entre ces différentes forces. J'ai parlé avec quelqu'un, pas plus que 2 jours, qui travaille sur les questions de RSS, surtout sur les axes frontaliers, qui m'a dit qu'on essaye de mettre en place au niveau des frontières un seul poste, c'est-à-dire faire en sorte que les militaires des 2 pays se réunissent à un seul poste pour agir ensemble. Ceci peut être un début de collaboration conjointe sur l'ensemble de l'axe frontalier. Ça peut être bien. Donc, il faut qu'on prenne des mesures. Le G5 Sahel a été créé pour mobiliser des réponses communes à cette menace. Merci. Il faudrait que ça puisse aller plus loin. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission.
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La fusion de groupes djihadistes, quel impact sur la sécurité sous-régionale? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nous avons en ligne un élu local d'une commune frontalière de Burkina Faso qui souhaiterait bien entendu garder son anonymat pour des raisons de sécurité. Alors, est-ce que vous avez constaté au niveau de cette bande frontalière une collaboration entre les forces burkinabées et maliennes, par exemple, pour faire face à ces nouvelles menaces-là? Bon, j'ai l'habitude d'entendre quand même, mais moi-même, je n'ai pas constaté vraiment la collaboration entre les forces burkinabées et maliennes. Mais j'ai entendu quand même que ces forces existent et qu'elle est en train de faire des patrouilles au niveau de la frontière. Et on a vu que le Burkina Faso a pris certaines mesures, notamment l'interdiction de circuler autour de la frontière à partir de 17h. Est-ce que du côté du Mali, il y a de telles dispositions qui sont prises également? En fait, du côté du Mali, je n'ai pas vu de telles dispositions. Mais quand même, dans la commune où je suis, à partir de 18h jusqu'à 6h du matin, pratiquement rien ne rentre, rien ne sort. C'est la population elle-même qui s'est organisée pour sécuriser la ville pendant la nuit. Est-ce qu'aujourd'hui la population est organisée et a des armes, par exemple, pour faire face à ces menaces-là? Non, c'est des moyens de bord qu'ils en ont, sinon elle n'a pas quand même d'armes sophistiquées pour quand même contrecarrer ces djihadistes. Quand même, tant bien que mal, quand même, étant donné que nous sommes à quelques 120 km du cercle, donc pratiquement nous sommes ici à nous-mêmes au lieu de rester bras croisés, et quand même, tant bien que mal, ils essaient de se défendre un peu. Merci, donc restez avec nous pour la suite de cette émission. Boubacar Bokoum, est-ce que finalement c'est une des solutions que les populations s'organisent elles-mêmes pour faire face à cette insécurité? Et qu'est-ce qui empêche d'ailleurs un déploiement des services de sécurité dans ces zones-là? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne solution que les gens aillent vers des systèmes d'autodéfense encore et constituer encore des nids où on peut repêcher encore ou recruter. Voilà. Je pense plutôt que l'État doit faire l'effort d'être vraiment présent. Ça, c'est important sur l'ensemble du territoire national. Mais qu'on ne soit pas présent dans certaines régions sensibles, d'accord, mais dans ces zones-là, qu'est-ce qui nous empêche d'être présent aujourd'hui? Non, je pense que stratégiquement, c'est la difficulté même d'aller au combat qui pose problème. Parce que comme M. Diouara l'a dit, ce n'est pas une guerre classique. Donc du coup, quand vous cantonnez, parce que quand vous n'êtes pas dans la forme agressive, parce qu'en réalité, dans cette forme de guerre, il faut être très agressif et aller débusquer l'ennemi. Mais nous sommes généralement dans des positions statiques. Donc ce qui fait que nous prenons toujours un coup avant de réagir. Donc une localité comme celle que M. le maire vient de citer tout à l'heure, même quand vous cantonnez quelqu'un, il peut se faire attaquer. Parce qu'on n'a pas suffisamment de renseignements pour savoir d'où vient l'ennemi, d'où il part, comment il est organisé, avec quel équipement il vient pour agresser le point en question. Donc la difficulté c'est ça. Donc une fois qu'il se trouve attaqué, le problème c'est quoi? Il ne peut pas rester dans la commune, sinon il met en péril la commune. Donc soit il sort ou il délocalise le combat. En tout cas, il trouve des astuces pour ne pas faire suffisamment de pertes et s'exposer et éventuellement organiser la riposte ou pourchasser l'ennemi ou toutes les stratégies qui découlent de cette stratégie militaire. Mais en réalité, si on veut réellement sécuriser, c'est ce que je disais tantôt, le problème ce n'est pas de prendre le tout militaire. Il faut que les gens soient vigilants, formés, éduqués et comprendre quelle est la nature réelle même du conflit aujourd'hui. Face aux urgences, comment arriver à faire tout ça très rapidement pour avoir des résultats concrets? Je dis face aux urgences, on peut faire déjà beaucoup. La communication est la clé. Même quand vous écoutez... On a quelque part l'impression qu'on n'a pas vraiment de baromètre de l'insécurité. Quand on voit certains documents qui nous disent que ça va mieux, or sur le terrain on entend parler d'attaques. Hier d'ailleurs à Fafa, il y a eu une attaque qui s'est soldée par 4 morts et un militaire porté disparu. Oui, quand on dit ça va, ça veut dire que globalement on maîtrise le schéma. On fait des efforts. Mais nos pays sont tellement vastes
est tellement compliqué à gérer qu'on ne peut pas empêcher ce genre d'attaque. Et puis c'est ce genre d'attaque qui crée le doute dans l'esprit des gens. Donc si nous sommes en train de poser des actes, il ne faut pas qu'on vienne nous distraire avec, je m'excuse, quand ce n'est pas nombreux, bon, les gens pourront comprendre que c'est une façon de minimiser la vie humaine, mais non. Même s'il y a un mort, c'est déjà un mort de trop. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font? C'est la méthode du harcèlement. C'est une façon de nous déstabiliser. Quel que soit le système sécuritaire que tu vas mettre en place, il y aura des failles. Et tant que ces mouvements ne sont pas traqués jusqu'au sommet, la machine va continuer à fonctionner et ça va toujours faire mal. Donc je pense que grosso modo nous maîtrisons le schéma, mais il faut bien travailler là-dessus, il faut bien resserrer les rangs, il faut aller à une bonne communication. Parce que quand vous écoutez tout de suite celui du Niger qui disait que la population a une vision un peu mitigée par rapport à la présence des différentes armées étrangères, mais ils ont raison parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que Barkhane fait, qu'est-ce que MINUSMA fait, tout le monde est là. Mais quand même, on est attaqué et souvent, on a l'impression que est-ce que la MINUSMA même ne protège pas certaines personnes, ainsi de suite. Donc s'il n'y a pas une bonne communication, pour qu'on comprenne réellement le mécanisme de fonctionnement, mais naturellement, on va toujours dire que telle force ou telle force, ce n'est pas nécessaire. Donc la communication, c'est la clé. L'information, c'est la clé. Et c'est sur ça qu'il faut travailler rapidement pour que les gens intègrent les différents mécanismes, qu'on intègre le processus de paix lui-même. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'on est déjà dans la paix. Alors que c'est un processus qui n'est pas sans les attaques de Fafa dont tu viens de parler tout à l'heure. Donc il y a plein de problèmes qu'il faut gérer dans le processus. Il faut l'intégrer, il faut avoir une communication dans ce sens pour que les gens acceptent que ces soubresauts font partie du processus, mais il faut toujours avancer. Merci. Alors une question, le temps de poser une question très rapidement à notre élu local. On a vu que vous-même, vous témoignez, vous participez à cette émission sous anonymat. Est-ce qu'il est facile justement dans votre commune de dénoncer? Ce qui sous-entend que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont identifiées, connues dans votre commune. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de les dénoncer? En fait, la dénonciation, bon, ce n'est pas facile quand même. Il y a toujours des taux pour c'est difficile. C'est difficile la dénonciation quand même, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Merci. On comprend donc que c'est très difficile d'arriver à la dénonciation, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Boubacar Bokou, mais comme Murtala Mohamedou également l'a souligné, Mohamedou Diouara souhaite Voilà, réagir. justement, j'allais réagir. D'abord, je vais commencer par réagir à ce qu'il a dit tout à l'heure sur la question de la dénonciation. En fait, il faut avoir un système de collaboration avec les forces de sécurité. Un système de collaboration à différents niveaux. Et à ce niveau-là, le processus de paix a prévu des mécanismes. Il faut qu'on arrive rapidement à mettre en place les comités consultatifs locaux de sécurité, qui sont des cadres dans lesquels les responsables locaux, les autorités traditionnelles, les femmes, les jeunes sont membres. Ces corps sociaux sont capables de capter toute irrégularité ou toute nouveauté au sein de la commune. Et remonter ça au niveau des responsables pour que l'information soit versée. Celui qui donne l'information en premier, c'est-à-dire que le premier à apporter l'information là, ça peut passer par 2 ou 3 niveaux, par des filtres. Ce qui fait que non seulement on s'assure que cette information soit traitée avant d'être transmise au dernier degré, mais aussi l'informateur premier a l'anonymat absolu. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est qu'il faut que dans nos pays, on commence déjà à développer une législation permettant de prendre des mesures pour protéger les informateurs. Lorsqu'une personne informe et que la personne commence à se sentir menacée parce qu'on doute, on commence à soupçonner, il faudrait qu'il y ait un mécanisme automatique de prise en charge qui puisse permettre à la personne, comme il y a le système de protection des témoins dans d'autres pays. Il faut qu'on... Vous pensez qu'il faut en arriver là, justement? Non, il faut en arriver là parce que la situation va s'aggraver. Je suis désolé de le dire, je ne souhaite pas qu'elle s'aggrave, mais je sais que la situation va s'aggraver. Pourquoi? Parce qu'on constate que les groupes islamistes se professionnalisent. On constate que ces groupes-là se complexifient et leurs objectifs se diversifient, que leurs sources de financement se multiplient. Donc, il faut que nous anticipions. Il ne faut pas toujours que l'autre prenne l'avance et qu'on essaye d'adapter la réponse. Il faut qu'on anticipe les réponses pour circonscrire les nouvelles, les évolutions de la menace. Sinon, ce n'est pas bon. Murtala Mohamedou du côté du Niger, est-ce que vous partagez justement cet avis de Mamadou Diouara? Ah oui,
oui, bien évidemment. Il faut qu'on sorte de ce cadre, de cette position où on devait attendre que les dégâts soient posés, que les actes terroristes soient posés afin d'engager des poursuites ou bien de chercher de trouver comment s'adapter. Je crois que dans le cadre de cette anticipation, quand je parlais de la contribution de la population, je ne disais pas il fallait forcément que les populations procèdent à des dénonciations à visage découvert. Il y a eu une expérience dans nos pays, dans la région de Difa qui est actuellement en cours avec le FLECLOP, à travers la pénétration de la téléphonie mobile qui permet aux populations d'être des lanceurs d'alerte et qui ont des contacts à travers lesquels ils peuvent solliciter ou bien tenir informer les positions de l'armée quant à d'éventuels mouvements suspects. Donc vous voyez, tout ça, ça reste dans de l'anonymat, mais encore qu'il faudrait, même dans ces cas, qu'on arrive à travers la communication dont faisait cas tout à l'heure l'un des intervenants, qu'on fasse comprendre la population que ce n'est pas parce que vous avez participé, vous avez transmis une information qui a permis d'éviter ou bien d'arrêter tel groupe que vous devez peut-être vous en vanter. Et malheureusement, c'est à quoi nous assistons. Même les services de renseignement professionnels n'arrivent pas aujourd'hui à œuvrer à visage caché. Ils s'en affichent et malheureusement, c'est ce qui est aujourd'hui en train de donner un coup sérieux à toute l'entreprise que nos États sont en train de mener et dans le cadre de ce combat contre des forces qui ne sont pas des forces normales, alignées, qui sont identifiées dans des endroits déterminés. Donc la qualité de renseignement est quelque part biaisée par certains de ces agissements. Merci Boubacar Bokoum. Finalement, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est obligé de subir? Quelle est la solution intrinsèquement aujourd'hui pour avoir la sécurité au Mali et dans la sous-région? La première des choses, déjà le G5 est une approche. Et ensuite, il faut... Le G5 qui n'est toujours pas opérationnel. Oui, il faut bien entendu l'opérationnaliser, parce que déjà s'il est là, il faut qu'il soit opérationnel. Est-ce que nos pays ne sont pas confrontés également à un problème de budget? Oui, les problèmes de budget ne finissent... de formation, d'accord, mais également un problème de budget. Oui, les deux vont ensemble. Pour avoir une formation, il faut avoir les moyens. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le tout n'est pas que militaire. Déjà, si nous parvenons à aller à une formation citoyenne, déjà, c'est parce que je pense qu'on met beaucoup d'argent dans les armes, mais on n'investit pas suffisamment sur les hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important de comprendre? Comment d'abord un citoyen normal, dans une situation anormale, doit réagir? Quel doit être son réflexe? Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une zone du Nord, que tu vois, comme M. Diouara l'a dit tantôt, quelque chose de suspect, quel doit être ton comportement? Quelle doit être la réactivité? Et quels sont les différents mécanismes mis en place et quels sont les relais pour donner des réponses adéquates à chaque acte posé sur l'espace? Et je pense que quand tout le monde est formé dans ce sens et que tout le monde a compris comment ça fonctionne, l'étau va se resserrer autour de ces djihadistes. Mais tant que nous n'avons pas réussi à cerner cet aspect des hommes, pour que les gens se sentent sécurisés, que les gens sentent qu'ils peuvent donner l'information sans risque de se faire attaquer ou de se faire tuer, et tout ça dans une très bonne intelligence. Il faut de la formation. Une fois que les gens vont atteindre ce niveau de formation, je pense que les forces de sécurité seront mieux outillées pour aller à l'action. Je pense que le seul moyen que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas d'amener des hélicoptères, ce n'est pas d'amener des MiG, ou aligner des soldats sur toute la frontière, ce que nous ne pouvons d'ailleurs pas faire. Donc il s'agit de former le citoyen lui-même d'abord, qu'il soit réactif. Chacun d'entre nous est un soldat, est un militaire. Donc il faut que nous intégrions ces valeurs civiques et citoyennes pour pouvoir avoir plus de réactivité et comprendre même comment les mécanismes gouvernementaux fonctionnent et être réactifs par rapport à tous ces mécanismes-là. Merci Boubacar Bokoum. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci à Mamadou Diouara, sociologue. Boubacar Bokoum, merci. Murtala Mohamedou du côté du Niger, merci. Merci à notre élu local également qui a participé à cette émission sous anonymat. On comprend que c'était très difficile pour lui. Merci beaucoup à vous. Également, merci à Ibrahim Aran Diallo qui a réalisé cette émission. Mise en onde de Salim Diouara. Nouhoun Diré était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadji Touré à la présentation.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.